Événement, rendez-vous majeur que ce forum intitulé « Participation citoyenne et migration, une approche européenne » sur la rue Pajol, dans le 18e arrondissement, ce samedi 14 avril 2018. Organisé par le RAM, Réseau des associations mauritaniennes en Europe, avec ses partenaires techniques, l'événement s'inscrit dans le cadre de ses activités annuelles sur les migrants d'origine mauritanienne, leurs enfants et leur citoyenneté en Europe et leurs actions en faveur du développement local. Le RAM nous présente aujourd'hui la participation, citoyenneté et l'Europe. C'est M. Camara qui va nous présenter le programme. Et donc, soyez bienvenus parmi nous. Et nous souhaitons une bonne journée et avec les réussites de nous tous. Donc après une première présentation du vice-président, à la suite de ça, la présentation, un hommage à Samba Diawara. Pour ceux qui ne connaissent pas Samba Diawara, c'était un des fondateurs du réseau des associations mauritaniennes ici en Europe. Aussi, c'était un homme qui était très actif dans quasiment tous les mouvements associatifs, ici en tout cas en France. Fondateur également de l'UAGF, qui n'est pas la question aujourd'hui, mais c'était quelqu'un de très actif, mais malheureusement qui nous a quittés l'année dernière. On prendra un peu de temps, une vingtaine de minutes, pour rendre hommage à Samba. J'espère qu'on va avoir un échange très instructif, un débat très intéressant qui permet effectivement à chacun de pouvoir nous faire partager son vécu, ses expériences. On va commencer par cet hommage à une personne. Cette personne qui nous a quittés il y a pratiquement un an, puisque c'était le 28 avril dernier. C'est une personne à qui on aura toujours une pensée dès qu'on parle d'association ou de projet de développement. Il s'agit bien sûr de M. Samba Diawara, mauritanien. Mais avant d'être mauritanien, il a été humain. On est tous issus de quelque part, mais on est avant tout des terriens. Les humains. On pourra dire on pourra dire beaucoup de choses, mais vu le temps qui nous est imparti, on ne pourra pas nous étaler beaucoup sur sa vie ou sur ses œuvres. Mais on pourra simplement dire qu'il est des hommes qui, bien que disparus, continuent et continueront à vivre dans nos cœurs. Il est encore des hommes, bien que partis à jamais, doivent être immortalisés. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Et de cela, le regretté Samba Diawara, qui nous a quittés le 28 avril 2017 à Nouakchott. En effet, cet homme a vu le jour en 1945 à Bouli, dans la région du Guidimar. Comme tous les jeunes de son époque, l'envie de migrer vers la France a eu raison de ses nombreuses ambitions. Il a débarqué en France en 1968. Il y a deux coïncidences majeures. Il est né en 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a atterri ici en France en 1968, l'événement estudiantin dont on connaît aujourd'hui les retombées ou les conséquences. Les conditions de vie ici et là-bas ne peuvent laisser indifférent ce jeune homme, plein d'ambition et plein de volonté. Guidé par ses grandes qualités humaines, il n'a pas hésité à participer activement à la mise en place des structures associatives afin d'améliorer les conditions de vie tant au village qu'ici. Très vite, son sens d'organisation, ses qualités humaines, son ouverture d'esprit et surtout son abnégation le propulsent au sommet des associations et de l'univers du syndicalisme. Il devient une des figures emblématiques et incontournables de ces milieux avec toutes les difficultés que nous connaissons. Meneur d'hommes, manager dans l'âme et animateur hors pair, Samba a su rassembler les filles et les fils de son village, de sa région, de son pays, pour qu'ensemble, on
puisse transformer nos faiblesses en force. Cette expression, je l'ai prise de mon ami Ibrahima Diabaté qui me l'a toujours tiré quand on faisait nos émissions radio. Et je pense que ceci doit faire partie de tout ce que l'on fera. Parce que transformer nos faiblesses en force, il faut y penser. Merci Ibrahim. De l'association des volontaires pour le progrès et le développement de la commune de Bouilly à l'UHF, en passant par l'ORAM et la maison de Soundiata Keïta, plus d'autres structures, le soldat Samba n'avait ménagé aucun effort pour rassembler, unir et bâtir toujours sans se départir de sa bonne humeur. Bâtisseur dans l'âme, éternel rêveur et visionnaire, Samba a su se faire entourer de bonnes personnes et surtout de personnes de conviction pour la continuité de la lutte. C'est ainsi qu'on voit entre autres l'UHF mis en place, conduite et structurée par aujourd'hui M. Ba qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement pour faire avancer les choses et surtout pour marquer l'empreinte que Samba a laissée. Ainsi, nous, associations et toutes les personnes qui œuvront ensemble pour un monde meilleur où tous les êtres humains doivent plutôt apprendre à conjuguer le verbe être que le verbe avoir. Le RAM dispose, par exemple, dans ses objectifs, intégrer les migrants et les associations dans le cadre d'actions interétatiques, interrégionaux et intervilles pour le développement, défendre ses idées auprès des partenaires publics ou privés en Europe et en Mauritanie, alimenter les débats et les réflexions sur le développement et contribuer à renforcer les liens de solidarité dans le cadre des relations Nord-Sud ou promouvoir la Mauritanie dans sa diversité en Europe. C'est ainsi que cette journée du forum s'est articulée en 2 séquences, la première étant intitulée « Un temps de restitution de l'étude mapping de la diaspora mauritanienne en Europe », le RAM étant très impliqué dans la mise en œuvre de cette étude, bénéficiaire d'un programme de financement de l'Union européenne, mis en œuvre sur le terrain par 2 partenaires techniques, le GRDR, Programme d'appui aux initiatives locales de développement, et l'ONG espagnole Alianza por la Solidaridad. On a travaillé avec la diaspora mauritanienne dans le cadre d'un programme qui s'appelle le MIDRIM. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui très rapidement les grands résultats de notre étude qu'on a appelée Mapping de la diaspora mauritanienne en Europe. Donc, tout d'abord, le contexte de l'étude, c'est une étude qui a été mise en œuvre dans le cadre d'un programme, comme je vous disais, qui s'appelle Migration et développement en Mauritanie, dont l'objectif était de contribuer à une prise en compte positive de la migration pour le développement de la Mauritanie. Et lui-même, ce programme s'incluait dans ce qu'on appelle le PASNGM, qui est le programme d'appui à la stratégie nationale de gestion des migrations, qui est un programme qui a été accompagné par l'Union européenne, et plus particulièrement qui s'intégrait dans la composante 2, qui était le renforcement de l'approche migration et développement, et de son résultat 2.3, qui était une meilleure prise en compte de la diaspora par les autorités mauritaniennes. Donc ce programme s'inclut dans ce gros chapeau du PASNGM, qui est donc un programme national mauritanien financé par l'Union européenne. Et donc le MIDRIM s'attachait à prendre en compte la partie migration-développement de ce programme-là, avec plusieurs activités qui se sont déroulées en Mauritanie et en Europe. Les activités qui ont été déroulées en Mauritanie, c'était notamment un appui à 4 collectivités territoriales pilotes du programme, qui étaient donc Kaidi, Sedibabi, Nouadhibou et Riyad, et des activités menées ici en France, dont cette étude mapping de la diaspora, et aussi un volet en fait de rapprochement entre les consulats et les autorités nationales mauritaniennes et leur diaspora. Je pense qu'on va laisser le public poser des questions ou faire des remarques, ou même la compléter aussi. Parce que le GRDR ou Mme Zoé n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas censés tout savoir. Il y a aussi des choses que vous savez, que nous, on ignore peut-être. Zoé a exposé donc, le résultat final de cette étude-là, de mapping ou MIDRIM. Donc, c'est essentiel qu'une personne de l'ambassade puisse écouter cet exposé-là, puisque c'est essentiel
que nous, on puisse l'exposer, toutes ces difficultés-là. Donc la diaspora, c'est bien qu'on est dynamique, la diaspora est dynamique, mais on est dispersé. Cette étude-là, écrite par le GADER, par l'Aliança, par d'autres bureaux d'études, c'est nous-mêmes, Mauritaniens, qui devraient le faire. Ce n'est pas seulement le GADER qui devrait le faire. Nous, Mauritaniens, on a la capacité de le faire. On a des intellectuels, on a des statisticiens, on a des géographes, on a des politiciens, on a beaucoup de la diaspora, des ressources qui sont là, qui sont intellectuelles, comme a dit M. Ba. On est capable de le faire, c'est sûr on est capable de le faire. Peut-être on est dispersé, on ne sait pas quel point commencer, mais on a cette capacité de le faire. La Mauritanie, elle a une particularité. Pour moi, ce n'est pas très important la pluralité, par exemple, mauritanienne, le sud, le nord ou l'est. Ce n'est pas ça le plus important. Mais il y a quelque chose de très crucial. Au nord, il y a plein d'associations aussi. Peut-être qu'elles ne sont pas tellement connues, mais il y en a tellement. Et pour moi, le plus important, c'est que s'ils sont minoritaires, s'il n'y a pas, c'est-à-dire ils ont beaucoup plus d'acceptation. Mais l'État en lui-même, s'il n'accepte pas cette initiative, il ne sert à rien de courir, comme on dit en Espagne, si tu es dans la course équivocada, qui n'est pas la bonne. On a fait donc une typologie de ces associations en analysant un peu leurs forces et leurs faiblesses, et on a répertorié 130 porteurs de projets. Donc ce qu'on appelle porteurs de projets, c'est les entrepreneurs de la diaspora, ou bien ceux qui développent des projets économiques plutôt individuels, soit ici, soit là-bas, soit en lien avec le ici et le là-bas. En termes de dynamique associative, ce qu'on a pu retenir, il y a eu plein d'autres choses, mais je vais essayer de résumer, mais ce qu'on a pu retenir comme principale dynamique, c'est d'abord que les associations villageoises sont évidemment largement majoritaires et qu'elles sont toujours très focalisées sur le développement de leur territoire d'origine, qu'elles sont nées essentiellement dans cet objectif, et donc qu'elles travaillent sur ces territoires d'origine en lien avec des associations relais dans les territoires en Mauritanie. On constate qu'il y a assez peu d'associations qui sont spécialisées sur des thématiques particulières, mais qu'elles sont pluridisciplinaires, qu'elles interviennent sur des secteurs divers en général, au gré des besoins, au gré des compétences qu'il y a aussi en interne aux associations, au gré des partenariats, des opportunités et des besoins qui remontent du terrain. Donc qui interviennent dans l'accès à l'eau, l'assainissement, l'éducation, l'agriculture, des domaines les domaines traditionnels de ces associations. On constate, ce qui est intéressant, c'est une tendance quand même de plus en plus de certaines de ces associations de s'élargir et d'inclure de plus en plus de jeunes, de femmes, d'ethnies aussi variées au sein de ces associations. Et un effort de renouvellement quand même des instances de gouvernance, même si ce n'est pas encore gagné, il y a quand même un effort de plus en plus, ou en tout cas une conscience qu'il est important de se renouveler. Et on a vu plusieurs associations émerger, des nouvelles associations, des associations composées avec plus de jeunes, qui utilisent notamment beaucoup les technologies de l'information et de la communication. Monsieur Boubou Camara est là, il pourra en témoigner dans les prochaines tables rondes, qui utilisent beaucoup WhatsApp notamment, et qui arrivent du coup avec ces nouvelles technologies à fédérer plus largement, pas besoin de se voir physiquement. Ils arrivent à fédérer des ressortissants de la communauté qui peuvent se trouver aux États-Unis, au Canada, un peu partout. Moi, la question que je me pose, pas seulement peut-être à Zoé, mais aussi aux entrepreneurs, peut-être que la question elle pourra être débattue cet après-midi. Quel accompagnement les associations peuvent avoir, ou bien quelles relations les associations peuvent avoir avec ces entrepreneurs-là pour faire un travail, sachant que les associations ont plus un but non lucratif, social et solidaire. Et les entrepreneurs, généralement, quand on dit entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Donc, comment on peut travailler entre ces gens? Parce que l'objectif aussi, quand on est un entrepreneur solidaire, on veut gagner de l'argent, mais aussi on veut apporter une solidarité avec les autres. Donc, comment on peut articuler ces deux pour qu'ils puissent travailler, parce qu'ils ont quand même un objectif commun qui est la solidarité? Ce qu'on nous dit, nous, comme tu dis, en tant qu'acteurs de développement et société civile, nous avons aussi une crédibilité que nous devons garder auprès de la diaspora. J'aimerais bien qu'on voit quand même, c'est une problématique qu'on doit poser à l'avenir, comment impliquer toute cette diaspora.
C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, un travail avec eux, il faut le terminer. Parce que sinon, nous-mêmes, on perd notre crédibilité en tant qu'acteur de développement. Moi, maintenant, je me vois mal aller dans ce foyer-là, dire aux gens, venez répondre au RAM ou au GRDR, parce que l'étude, je n'ai pas eu de résultat, alors pourquoi faire? Parce qu'à l'époque, on avait dit à la consultante de dire au GRDR, est-ce que c'est possible que quelqu'un se déplace avant, parce que quand même, ils ont répondu massivement, pour restituer les résultats, ou bien on a compris que ce n'était pas possible d'éviter tout le monde, ce qui est normal. Donc quand on a rencontré les différentes associations justement pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elles font, quels sont les projets qui sont en cours ou à venir, et il y a aussi des questions qui sont liées à ça, à savoir que oui, il n'y a que le Sud qui est représenté, alors que la Mauritanie, ce n'est pas seulement la partie Sud. Dès qu'il y a une personne, donc elle va essayer de chercher s'il y a d'autres personnes qui viennent du même village pour former ce qu'on appelle des associations villageoises. Et donc ces associations villageoises, elles peuvent être pour la plupart structurées ou d'autres de manière informelle. Donc raison pour laquelle, alors que dans le nord de la Mauritanie, on sait qu'en termes de représentativité en Europe, c'est assez récent. Et ce sont peut-être des gens qui ne sont pas organisés comme le Sud, parce qu'ils n'ont pas peut-être cet esprit de créer d'associations villageoises. Donc, vu le temps qui lui a été imparti pour ce projet, donc à un moment donné, il fallait prendre une décision en disant qu'on va faire avec ce qu'on a. Le forum de cette année est le lieu privilégié de diffusion des résultats de l'étude mapping sur la présence des migrants d'origine mauritanienne en Europe et principalement en France, en Espagne, en Belgique et en Italie. On a essayé de formuler plusieurs recommandations pour l'accompagnement de la diaspora. Il y a 3 types de recommandations majeures que je vais détailler ici. Le premier, c'est bien sûr l'accompagnement à la structuration de cette diaspora. Donc d'une part, en renforçant les associations villageoises, à la fois pour la mise en œuvre d'actions ici, pour le développement des partenariats, pour l'ancrage dans leur territoire de vie ici et pour le suivi des projets là-bas. La plupart de ces associations savent exactement ce qu'elles veulent faire là-bas, ont toutes les compétences pour le faire, mais il y a parfois des difficultés de suivi des projets sur place. Il y a aussi beaucoup d'associations, je l'ai dit, qui avaient une volonté de s'implanter sur leur territoire de vie ici et d'accompagner leurs jeunes ici, mais avec des difficultés de savoir comment faire, parce que essentiellement tournés vers le là-bas pour l'instant. Le deuxième point, c'est un accompagnement de la structuration du réseau. On voit qu'il y a un éclatement de la dynamique qui rend difficile la coordination et avec des enjeux de communication et de coordination qui sont vraiment très importants. On l'a vu, dès qu'on sort de l'Île-de-France, le RAM veut être à vocation européenne, mais dès qu'on sort de l'Île-de-France, tout le monde ne connaît pas le RAM, c'est difficile de structurer du monde. Et donc une volonté de développer cette dimension européenne, de communiquer pour se faire connaître, de représenter aussi une diversité de profils de la diaspora pour qu'elle ne soit pas uniquement centrée traditionnellement sur les mêmes territoires d'intervention avec les mêmes associations qui travaillent depuis très longtemps sur ces questions. Essayer de s'appuyer sur ce qui existe déjà pour se diversifier. 2 recommandations majeures. Donc, la première, j'en ai parlé, c'est donc comment articuler la dimension sociale et l'approche économique des projets, donc en renforçant le lien entre les entrepreneurs individuels et les associations qui peuvent s'appuyer les uns sur les autres. Créer des espaces de rencontre et d'échange d'expériences, notamment en favorisant l'investissement productif des migrants. Donc mettre en lien ces compétences individuelles et collectives de la diaspora, oui, c'est une préoccupation commune de développer des activités pérennes et productrices d'emplois, que ce soit ici ou là-bas. Et donc la troisième recommandation qu'on a pu formuler, c'est donc une reconnaissance de la diaspora évidemment et le plaidoyer en améliorant la représentation et les reconnaissances de la diaspora ici et là-bas. Donc c'est de la responsabilité de la diaspora de sensibiliser, de changer le regard sur la diaspora auprès des acteurs du réseau et de développer un projet de plaidoyer. Et enfin, et pas des moindres, c'est d'accompagner les initiatives d'intégration des problématiques migratoires dans le développement des territoires, c'est-à-dire
de montrer à quel point la migration sont en fait des leviers de développement des territoires et comment ils peuvent être intégrés dans les politiques de développement des territoires et pas être pris comme une thématique à part ou uniquement centrée sur l'Europe, mais intégrés vraiment dans le développement des territoires, que ce soit le territoire ici ou les territoires là-bas. L'un des buts du RAM, c'est de se renforcer. Parce que je sais que le Sonic n'est pas trop se mettre dans les associations parce que si on n'a pas le temps, on est ceci ou cela, alors que sans ces associations, on ne peut rien faire. On a beau être heureux ici, on a beau tout faire ici, mais tant que là-bas les problèmes subsistent encore, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est d'abord sur le même rentrer d'ailleurs. Et ça c'est extrêmement important, il faut qu'on renforce le RAM. Et le RAM doit plutôt aussi avoir, se doter de moyens pour réfléchir à mettre en place une structure qui nous mettrait ou qui représenterait toute la diaspora au niveau de la Mauritanie. Dans les années 80, il y avait pas mal de villages, en tout cas côté malien, sénégalais, qui parlaient de champs collectifs, qui parlaient d'irrigation collective, qui parlaient d'investissement collectif pour créer des céréales, du riz collectivement. Je ne sais pas si ça existait en Mauritanie ou pas. Et est-ce que, surtout, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça continue d'exister aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect agriculture collective est quelque chose pris en charge ou réfléchi par les associations de solidarité migrante? Quand on parle du développement, les associations ont besoin de l'État mauritanien. L'État aussi devait avoir la même chose que nous, la même vision. Besoin de nous aussi, parce que nous sommes des citoyens, nous sommes des acteurs de développement, nous sommes des associations qui œuvrent pour la paix. Quand on parle de développement, on parle tout ce qui est derrière. Il y a la paix, il y a la concordance entre les gens, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui en Mauritanie. On a appelé que l'État mauritanien répond, c'est pour nous accompagner. Et pour les accompagner aussi. Nous sommes là pour les accompagner. Parce que tout ce qui est fait dans les villages, normalement c'est l'État qui devait le faire à notre place, mais malheureusement il est absent. Mais on le fait quand même. On le fait pour qui? On fait pour la Mauritanie et pour nos enfants. L'objectif de ce projet, c'est pas directement d'accompagner les projets de la diaspora. L'objectif de ce projet, c'est de faire connaître ce que fait la diaspora, pour valoriser ce que fait la diaspora et pour que ce soit pris en compte dans les politiques nationales, locales, aussi bien ici que là-bas. Donc ça, c'était vraiment l'objectif sur lequel je voulais revenir. Le GRDR travaille depuis presque 50 ans, je crois qu'on va fêter nos 50 ans cette année, à l'accompagnement de la diaspora. L'accompagnement des projets de la diaspora, l'accompagnement des associations, l'accompagnement de la structuration associative. Ce programme-là n'était pas directement en lien avec l'accompagnement des projets de la diaspora, mais encore une fois, de valorisation, de connaissance de ce qu'elle fait et de valorisation de ses initiatives. Cette étude est donc qu'une seule des composantes de ce projet et la suite qu'on envisage, c'est de mettre en dialogue justement ces autorités avec cette diaspora. Et on a un événement le 24 avril prochain où on fait venir le ministère des Affaires étrangères mauritanien, l'ambassadrice de France, d'Espagne et de Belgique, enfin les représentants consulaires mauritaniens de France, d'Espagne et de Belgique, le ministère, enfin la direction générale des collectivités territoriales mauritaniennes. Et aussi, on va essayer de mettre en dialogue ces autorités avec la diaspora. Donc, on ne peut évidemment pas inviter toute la diaspora, mais des représentants de la diaspora. Puisque dans le cadre de ce programme, l'objectif, c'était aussi donc, de mettre en lien ces autorités avec cette diaspora. Donc, pour dire que la façon dont le RAM, avec le GRDR, a conçu un peu ce temps aujourd'hui de travail, c'était un peu un temps à destination de la diaspora et des organisations de la société civile, pour voir comment on peut se structurer et comment on peut porter ensuite un discours envers les autorités, et avec cet événement du 24 avril qui vient un peu dans la suite de cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Nous souhaitons que l'État mauritanien prenne en compte surtout l'apport des migrants dans le développement et intègre les migrants dans les plans d'action de développement local au niveau des communes. Second temps important dans cette journée du forum Participation citoyenne et migration, une approche européenne, les 3 tables rondes. La première table ronde
structurer un réseau de la diaspora mauritanienne au niveau européen. Je crois que c'est un appel qu'on doit lancer. Il appartient donc aux acteurs politiques, notamment étatiques, de faire en sorte d'établir des politiques d'immigration fondées sur l'altérité, parce que nous en avons besoin, et de faire appel également aux acteurs associatifs pour veiller à ce que les droits des migrants soient respectés dans les pays d'accueil. Mais il faut surtout lancer un appel vibrant aux pays d'émigration, c'est-à-dire à nos pays africains notamment, pour élaborer des politiques extrêmement favorables à leur diaspora pour qu'elles puissent contribuer efficacement au développement. Il existe des défis, et ces défis sont extrêmement importants. Défi d'être reconnu par la Mauritanie comme étant un partenaire incontournable du co-développement. Alors, par rapport à tous ces défis, bien sûr, la question qui se pose est de savoir comment, quelle aujourd'hui gouvernance nouvelle pour le RAM. Si nous voyons la création de RAM et le jour que RAM a été créé, et nous voyons aujourd'hui, il y a des problèmes. Donc, d'où viennent ces problèmes? Il faut qu'on cherche d'où viennent ces problèmes. Toutes les associations, pour partir d'avant, c'est les Britanniques qui sont commencés à faire, parce qu'on commençait par les caisses. Par les caisses, après, on a réuni le moment là, il n'y a pas de maire. Non, on a réuni par les cantons, comme l'Union des Guinée-Maca, comme département de Bâle, beaucoup plus, c'est des 30 et 40 associations. Le moment là, ni les Maliens n'ont pas de 30 et 40 associations, c'est des associations villageoises, c'est des caisses villageoises. Mais nous allons jusque-là. Et nous sommes aujourd'hui en arrière de ces gens-là. Nous sommes en arrière. Les associations villageoises, si on n'est pas le touché, ils ne peuvent pas adorer des rames, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'eux seuls, ils ne peuvent pas aller. Et RAM seul ne peut pas aller, parce que RAM est avancé par eux. Eux, quand ils adorent des RAM, automatiquement, RAM pourra automatiquement faire son travail ici et de là-bas. Moi, c'est comme ça que je vois. Le RAM a la possibilité, qui est épaulé par le GRDR, de monter des projets, en demander des subventions. Il est indubitable aujourd'hui que vous ne pouvez pas ramener les autres si vous ne les rencontrez pas. Donc, aller vers ces personnes, c'est aller les rencontrer en Espagne, aller les rencontrer en Belgique. Donc, pour ça, il vous faut des fonds. C'est le nerf de la guerre, monsieur Dramé. Donc, c'est là qu'il faut appuyer. C'est là qu'il faut, là où il fait mal. Vous n'avez pas de fonds, vous ne pouvez pas aller vers les structures. Et donc, il faut qu'on monte des dossiers pour avoir des subventions, pour aller rencontrer nos compatriotes et dire, voilà, moi, ma RAM, mon rôle, c'est de vous rencontrer, c'est de fédérer toutes les associations. Si ce travail n'est pas fait, on en reparlera encore dans 10 ans. Donc, je pense qu'il est temps, si on veut vraiment profiter des retombées positives de cette étude, c'est de nous organiser rapidement. Et pour ce faire, il est important de renouveler la direction du RAM. Certes, il y a certaines personnes qui sont très actives, qui travaillent beaucoup, mais si vous voulez qu'il y ait du sang neuf, forcément, il faut étoffer l'équipe. Étoffer l'équipe, forcément, ça veut dire qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont. On disait tout à l'heure, certaines personnes, les associations, villes ou villages ne sont pas constituées en association. Mais les individualités, c'est des Mauritaniens. Ce sont des Gorgolois, ce sont des gens du Bragna, ce sont des gens de Célibabi. S'ils ont la volonté de travailler avec nous, même si ils ne sont pas constitués en association, allons les chercher. Nous, ce dont on a besoin, ce sont leurs talents, ce sont leurs capacités de fédérer, ce sont leurs capacités de nous dire, voilà ce qu'on veut faire avec vous. Le problème de maintenant, c'est que
nous ne migrons pas, nous nous déplaçons complètement. Nous venons mener notre vie ici. Il n'y a pas un jeune qui aujourd'hui vient en immigration à 25 ans qui se projette dans la tête que dans 5-10 ans, il va retourner vivre chez lui. Non, non, non. On reste là, on attend la retraite. Donc, en fait, nous sommes d'où? Nous sommes de là-bas ou nous sommes d'ici? Où passons notre vie? C'est en Mauritanie ou c'est ici? Quelqu'un qui vient à 25 ans, qui attend sa retraite à 65 ans, il va passer 40 ans ici. C'est ici son pays. S'il doit échouer, c'est ici. S'il doit réussir, c'est ici. Donc, il faudrait bien qu'il change de mentalité, qu'il apprenne à s'organiser ici. Là-bas, on n'a que notre histoire, notre identité, notre spiritualité, notre rêve et la famille que nous soutenons. Ici, on a la possibilité de prendre des échantillons, de faire une direction, de recenser un ensemble d'objectifs prioritaires pour la diaspora mauritanienne et de faire une campagne d'implantation. Maintenant, les moyens, je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne a eu un peu à nous connaître, ne serait-ce qu'à travers Medril, et qu'on peut utiliser la compétence de GRDR, de Alianza, pour rechercher, ne serait-ce qu'un peu de subventions, qui vont pouvoir au moins financer le déplacement pour l'implantation de ces structures. Et on va faire d'une pierre deux coups, ce que Koumba disait tout à l'heure. On a mobilisé les gens, on a sensibilisé. Autour du projet Midril, il faut bien qu'on vienne leur donner le résultat. Pour qu'on ne laisse pas chacun interpréter à sa manière le résultat ou même les objectifs de ce projet-là. Non, c'est d'une pierre deux coups. On fera la restitution et on fera la campagne durable pour montrer à tout le monde que les Mauritaniens de l'Europe ont besoin de s'organiser, d'être unis, d'être une force face à cet État qui nous méprise. Parce qu'on ne peut pas ne pas dire ça. Il nous méprise. C'est-à-dire quand un État méprise son peuple, ou une catégorie de sa population, qui ne veut pas sa réussite, qui ne fait aucune volonté, au contraire qui met des barrières, il ne faut pas compter sur lui. En tout cas, si on doit attendre quelque chose de là-bas, on doit l'arracher. Et qui dit arracher doit se battre. Battre, ça ne veut pas dire prendre des armes. On peut se battre avec des idées, avec une organisation forte, avec une unité. Il faut trouver des centres d'intérêt qui peuvent motiver l'émergence de projets, en tout cas d'actions collectives. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est la question de l'insertion professionnelle des jeunes. Nos enfants qui sont nés ici, aujourd'hui on peut considérer que c'est nous la 4e, voire la 5e génération. Comment on peut effectivement faciliter leur insertion dans la vie professionnelle pour qu'eux aussi, et en même temps aussi, venir renforcer ce que nous faisons dans nos organisations respectives. Justement, dans le cadre, vous savez qu'il y a des dispositifs en France qui s'appellent le service civique, et ça permet aussi aux jeunes de prendre une période de leur formation citoyenne à travailler dans le cadre de l'intérêt général. Eh bien, leurs compétences sont aussi les bienvenues dans nos structures, hein, vous savez, dans tous les domaines. Inclure aussi, voilà, donc de les inclure pour que nos organisations, tout à fait d'accord, cher ami, qu'on envisage, il faut le préparer, hein, le passage de relais. Il y a des gros enjeux aujourd'hui dans la diaspora. C'est non seulement la présence depuis plus de 2 générations dans le pays d'accueil, mais il y a aussi le phénomène du vieillissement. La première génération des migrants, la plupart sont aujourd'hui à la retraite. Donc, ce qui veut dire que nos organisations aussi en souffrent, parce qu'ils ont été les premiers à instaurer ces structures-là. Bien entendu, il faudrait accompagner cette dynamique-là pour qu'il y ait un passage de relais, mais tout ça dans la bienveillance et dans... Voilà, ça se prépare, quoi. Je vais peut-être vous parler de l'exemple du Sénégal, que je connais plus ou moins, parce que est natif de ce pays. Et nous avons posé à l'époque le droit citoyen de voter aux élections nationales au Sénégal.
Le consulat du Sénégal a été assiégé pendant plus d'une semaine pour justement répondre à nos revendications. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, le RAM a été confronté à une difficulté majeure, pour moi. C'est-à-dire que quand une association n'arrive pas à définir des objectifs clairs pour répondre aux besoins immédiats de ses membres, parce que le RAM ne fait pas du développement. C'était ça. Le RAM n'investit pas. L'IAGF peut porter des projets régionaux de développement. Le FAGOF peut faire de la coopération décentralisée, mobiliser des acteurs pour le développement dans le Gongol. Au niveau de la Fédération des Mbaye, vous allez mobiliser des collectivités pour le développement donc, des territoires. Donc les gens voient ce que vous faites. Donc les gens adhèrent parce qu'il y a des résultats. Mais au-delà, qu'est-ce que vous faites? Donc, et cette fonction de lobbying, et c'est ça un peu, je crois que, parce que la RAM voulait avoir une fonction donc, de plaidoyer, donc de lobbying, avoir une fonction politique qui permet donc la reconnaissance et qui permet que la diaspora soit reconnue. Et je pense que c'est là où il y a eu une difficulté. Une difficulté majeure liée au fait qu'il y a eu un problème de renouvellement, une difficulté majeure liée au fait que les fédérations n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout, parce que, je suis désolé, depuis 14 ans, moi je vois les mêmes têtes. Donc, si nous définissons bien les objectifs des RAM, et que nous montrons aux associations, aux fédérations, que le RAM peut être une plus-value pour elles, oui, il faut que les gens voient qu'il y a une plus-value. Ils ne vont pas venir juste pour notre pomme. Donc, et c'est là tout le travail. Quelle est la plus-value aujourd'hui, effectivement, des RAM? Pour moi, il y a une plus-value, et d'abord, qu'elle peut apporter. Pour moi, elle est de 3 sortes. Il y a une plus-value politique. Je pense qu'aujourd'hui, même si la Mauritanie, il y a des réticences, il y a une forme quand même de reconnaissance. On n'oublie pas qu'il y a eu, l'année dernière, c'est Moussad qui a été, vous avez organisé un colloque en Mauritanie, avec le forum, où les autorités étaient présentes. Donc, quand même, aujourd'hui, on vous entend. Avant ça, Idrissa avait organisé aussi, il y avait un forum qui avait été organisé avec l'ambassade de France, les autorités mauritaniennes, sur les problématiques du co-développement. Donc, il y a différents séminaires. Pour moi, ce n'est pas là le problème. Le problème pour moi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les associations, quelle plus-value pour elles? Faites le tout pour qu'on puisse être légitimé au niveau de 2 personnes. 1, au niveau du gouvernement mauritanien, et de 2, au niveau de l'Union européenne. Ce qui est ici, par exemple, triste, réellement, la RAM, elle a fait beaucoup de choses, mais ce qui est triste, c'est qu'on a le GRDR. Qu'est-ce qu'ils font, en réalité? C'est qu'ils sont en train de faire la médiation entre nous, les immigrés, et l'Union européenne, excusez-moi, entre la Mauritanie, qui est notre gouvernement, et l'Union européenne. Donc, on n'a pas eu légitimité, ni au niveau du gouvernement mauritanien, ni au niveau de l'Union européenne. Donc là, maintenant, au moins, je parle directement au GRDR, mais à travers le GRDR, je parle à Zoé. Ils n'ont qu'à inclure au niveau du rapport qu'ils écrivent la légitimité exactement du CRF pour que ce dernier ait au moins une petite chance de revenir sur la collectivité des immigrants mauritaniens, par exemple, en Europe, pour pouvoir rebondir de plus bon. On a constitué, par exemple, le conseil, par exemple, des représentatifs des Mauritaniens en Espagne, dans le mois d'août. C'est la première fois dans ma vie, je milite depuis plus de 30 ans dans les ONG, j'ai créé 8, c'est-à-dire je participe dans 15, c'est la première fois pour être membre, il faut payer. Et tout de suite, on est à plus de 500 membres mauritaniens en Espagne. Ça, c'est balèze, c'est grand. C'est énorme comme travail. Là, pour avoir la parole, tu payes 10 euros. Pour commencer, il faut 10 euros. Donc, réellement, c'est un travail incroyable. Soyons productifs ici, et maintenant, aidons les autres. Mais pas vouloir aider les autres, sachant exactement que tu fermes ici. Donc, tu ne peux pas aider. Les Mauritaniens ne savent pas ce que fait le RAM. Les Mauritaniens ne savent pas le RAM, ils ne connaissent pas le RAM. Ibra, dans son intervention, il vous a parlé du forum. Le RAM est membre fondateur du forum. Le RAM participe à toutes les activités du forum. Le forum, c'est le forum des organisations de solidarité internationale ici des migrations. Donc, le forum a des ambitions pour les collectivités, pour les associations, les migrants. C'est qu'au niveau du forum, on appelle les FOSIM et les COSIM. Le forum a une grande mission.
Et cette mission, les forums appuient la légitimée avec l'AFD, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Affaires étrangères. Quand vous parlez du RAM, à tous ces niveaux-là, on est connu. Le RAM est très présent. Moussa Dramé, qui est un des premiers trésoriers du RAM, il était là jusqu'à présent. Si vous parlez de Moussa, du forum, pardon, jusqu'à présent, si vous parlez de Moussa, au forum, tout le monde est là. Bakary est membre fondateur du RAM, il était dans les CA du forum. Il était dans les CA depuis la création du forum. Et après, Bakary n'a plus la possibilité de le faire. Moi, je suis aujourd'hui administrateur du forum. Hier, je vous dis, hier soir, après mon travail, de 17h jusqu'à 21h30, j'étais en réunion avec le forum, parce que je suis également membre du bureau du forum aujourd'hui. Tout ça, c'est sur le compte du RAM que nous faisons. Alors, je me suis intéressé au RAM parce qu'il y a aussi des choses qui nous motivent, en fait. Comme j'ai dit, quand on milite pour une cause. J'ai vu dans les objectifs du RAM le renforcement des capacités des organisations de solidarité qui sont membres du RAM. J'ai vu dans le RAM l'accompagnement. Le RAM accompagne les associations. Comme disaient certains, il faut que les associations se mobilisent. Il faut que nous, Mauritaniens, on accepte de se prendre en main. Ce que le RAM, ce qu'il n'a pas, peut-être, ce qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui, peut-être c'est la communication. Parce que peut-être qu'on n'arrive pas à bien communiquer de ce que nous faisons. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance qui se pose, qu'il faut absolument régler. Une proposition a été faite qu'il y ait une commission qui convoque une assemblée générale pour de nouvelles instances. Je pense que ça, c'est une proposition qu'il faut absolument, à mon avis, acter rapidement, le plus rapidement possible. Et puis, deuxièmement, il est évident qu'il faudrait de nouveaux objectifs, en tout cas les mêmes, mais en tout cas, il faut préciser les nouveaux objectifs, en tout cas du RAM. Est-ce que le RAM va être un organisme d'accompagnement, tout simplement, d'expertise, ou est-ce que le RAM doit se doter d'autres objectifs au-delà de ça? Mais ça, c'est l'Assemblée générale qui le déterminera. Mais il y a, à mon avis, aussi une autre question, c'est clarifier les relations du RAM avec les autres partenaires, mais surtout, il faut que le RAM soit représentatif, non seulement en France, mais en Espagne, partout où il y a des Mauritaniens. Ça, je crois que ce sont les conclusions à laquelle on peut aujourd'hui tomber d'accord pour faire en sorte que nous lancions une nouvelle initiative pour redynamiser cette organisation qui nous est tant chère pour nous tous. La deuxième table ronde, co-développement, coopération décentralisée et participation citoyenne. L'objectif de cet atelier, c'est de voir avec les outils qui existent, notamment tout ce qui est coopération décentralisée, tout ce qui est participation citoyenne des migrants, comment on peut faire pour que ce développement-là, co-développement, pour qu'il soit efficace et pour qu'il soit efficient. Donc c'est la question qu'on va poser à nos trois intervenants. On voit de plus en plus que cette question de l'argent des migrants, comment on peut le mobiliser et le faire rentrer dans la grande finance, se pose et se voit de plus en plus dans les actes qui sont posés en ce qui concerne la migration. Donc, quand on pose un tel enjeu, le rôle pour un partenaire comme le GRDR, qui considère dans sa charte que la migration c'est une richesse. Nous, on considère que la migration c'est une richesse. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse empêcher les gens de se déplacer là où ils veulent. Nous, on considère que les intérêts des États sont souvent étranges. Mais quand on redevient au niveau des collectivités locales, là, on le voit réellement. C'est comment agir pour répondre aux besoins des populations. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on descend de l'échelon, un maire n'a autre préoccupation que répondre aux intérêts fondamentaux de sa population. Et quand deux maires s'unissent, discutent, c'est là la finalité qu'ils peuvent avoir dans le cadre d'un partenariat.
Et on le voit à travers la coopération décentralisée. D'abord, c'était le comité des jumilages. Les comités de jumelage ont donné naissance à travers effectivement la décentralisation au Mali, l'évolution des politiques publiques ici, la question de coopération décentralisée. Ce qui n'empêche pas certains comités de jumelage de fonctionner normalement et répondant aux mêmes enjeux, aux mêmes défis qu'une coopération décentralisée. Mais au GADER, comment nous sommes organisés? On a mis en place un gros programme qu'on appelle le PAIDEL, le programme d'appui aux initiatives de développement local. Là-bas, c'est-à-dire au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, on a assisté à l'introduction de la décentralisation. Comment est-ce qu'on permet aux citoyens d'élire directement leurs responsables politiques? Et cela, effectivement, est une lourde aussi responsabilité, non seulement pour l'État, mais aussi pour ces nouveaux élus, en ce qui concerne l'administration de leur territoire. Et à travers le PAIDEL, notre rôle, c'est accompagner ces nouvelles territoires, ces nouvelles collectivités locales à prendre en charge des défis qui sont les leurs. Nous sommes les réseaux des associations mauritaniennes d'Europe et nous agissons pour le développement de nos régions, également de nos territoires d'accueil ici. Ça c'est très important parce qu'on ne vit pas, on vit dans des espaces. Donc ici et là-bas est très important. Je vais commencer d'abord de vous parler du plan d'action, très rapidement des 5 objectifs du plan d'action Migration internationale et développement 2018-2022 de la France. Donc ils ont un plan d'action, ils ont 5 objectifs, et les 5 objectifs, c'est améliorer la gouvernance des migrations pour la sécurité des personnes et le développement. Ils ne sont pas affichés parce que ce n'est pas dans mon PowerPoint. Et également, deuxième objectif, c'est de valoriser les apports des migrations pour le développement. Troisième objectif, c'est intégrer la dimension migratoire aux politiques de développement. Quatrième, c'est garantir le respect des droits fondamentaux et protéger les personnes migrantes. Donc il y a le dernier objectif, c'est promouvoir un discours responsable sur les migrations et les liens migration-développement. Donc ça, ce sont les objectifs du plan d'action migration internationale et développement 2018-2022 pour la France. Donc je pense que nous sommes en plein dans ça en fait. Nous sommes en plein dans ça. Et donc là, je vais revenir sur l'expérience du RAM, puisque vous avez tous dit, les RAM n'est pas une structure qui porte des projets, les RAM est surtout une structure qui accompagne. Dans nos réseaux, il y a du monde. Il y a des personnes qui sont là, qui travaillent, qui se battent nuit et jour, qui essaient de faire avancer les choses. Donc l'objectif du forum, c'est vraiment de fédérer, de renforcer les associations, les fédérations membres. Parce que, en fait, parfois c'est un peu difficile de comprendre puisque tout simplement, nous vivons les mêmes problèmes. Le forum est composé de fédérations pays. Des fédérations pays. Et ces fédérations pays doivent être les relais entre les forums et les associations de base. Et souvent, cette communication aussi nous manque. Parce que tout simplement, on n'arrive pas forcément à aller vers les membres. On n'arrive pas forcément à aller vers les associations de base. Nous, par exemple, on va dire, pour les associations de base, on va passer par les fédérations. Le forum va dire, pour atteindre les associations de base, on va passer par les FOSIM. Nous, FOSIM, peut-être qu'on ne va pas atteindre tout le monde. Les fédérations aussi ne vont pas atteindre tout le monde pour faire passer les messages. Donc, d'où la difficulté, en fait, de toutes ces analyses. Moi, je reviens un peu, puisque c'est tout ce qui a été dit le matin, parce que ça nous concerne tous. Aujourd'hui, il faut que vraiment on développe ces réseaux-là. Parce que nous sommes là, écoutés, nous sommes opérateurs d'appui. Opérateurs d'appui labellisés par l'AFD et les forêts. Donc, opérateurs d'appui, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation d'accompagner nos associations membres. De les accompagner dans quel sens? À développer leurs capacités, à les amener à porter des projets de développement. Donc c'est ce que nous faisons, c'est ce que le RAM fait. Bien sûr, nous le savons très bien, nous sommes en manque de ressources. Parce que sans les ressources, nous ne pouvons pas aller loin. Donc c'est pourquoi il faut vraiment qu'on se mobilise tous ensemble. Et dans ce cadre, nous avons, en tant qu'opérateur d'appui, l'obligation d'accompagner nos associations, de les former. Nous on est formés aussi.
L'AFD, Coordination Sud, parce que nous sommes également membres de Coordination Sud. Le Coordination Sud, ZLR, ils organisent souvent des formations pour former les membres. Donc quand on est formé, le mieux c'est d'être capable aussi de répercuter ces formations-là. D'où en fait les besoins, quand on passe par des fédérations, c'est dire aussi, une fédération formée forme des associations de base. Si la fédération a besoin d'être formée, et nous, on nous demande, on peut faire appel à d'autres qui viennent nous accompagner, nous appuyer pour former ces associations membres. D'où le travail, en fait, c'est ça le travail que nous faisons. Les associations mauritaniennes ne sont pas mobilisées, ils ne se mobilisent pas. Quand nous organisons quelque chose, quand le RAM organise quelque chose en général, ce sont les autres qui viennent. Parce qu'ils voient ce que nous avons en fait. Ils savent de quoi on est capable. Hein? Je vous dis, on a accompagné des associations malgaches, nous avons accompagné des associations togolaises, nous avons accompagné des associations maliennes, nous avons accompagné, en fait, pour vous dire tout simplement que nous en faisons, on fait des choses, mais malheureusement aussi, il nous manque aussi cette capacité à mieux communiquer, parce que nous ne pouvons pas tout avoir. Sachant que nous sommes des bénévoles, il faut vraiment tenir compte de ça. Les associations sont dirigées par les bénévoles. Un bénévole n'a pas forcément suffisamment de temps pour faire ce qu'il a envie de faire, puisqu'il a sa vie professionnelle, il a sa vie familiale, il y a autre chose aussi également. Merci Moussa. Merci. Donc pour clore, très rapidement, au niveau de la Mauritanie, nous avons accompagné depuis qu'on est opérateur d'appui des porteurs de projets, des associations qui sont porteuses de projets. Au moins, nous avons accompagné une dizaine d'associations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Il y a des centres de santé qui sont construits à Darfour, à Talhaya. Il y a des écoles qui sont construites au Guidimara avec ADN, avec des Galam, et également à Diaguini. Et nous avons accompagné des associations qui ont porté des projets maraîchers à côté de Wompula. Comment il s'appelle le petit village? Merci Moussa, c'est bon. Non, c'est pas Kungu. Voilà. Donc très bien. Donc pour vous dire tout simplement que nous faisons, on essaie de faire, mais nous avons vraiment besoin de vous. C'est un appel en fait. Ma conclusion, c'est pour vous dire, venez, travaillons ensemble, puisque c'est ça aussi le co-développement. Et quand on parle de co-développement, il a tout dit, c'est vraiment de l'intelligence collective. On se réunit, on se retrouve, on échange, on co-construit des choses. Les projets, ils doivent être portés par la source. Parce que si les associations ici, vous montez des projets bien ficelés, vous présentez des documents et tout ça, il y a des appels d'offres, vous présentez vos projets et tout ça, mais les gens à qui le projet est destiné, si eux, ils ne portent pas le projet, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue sur le terrain. Chaque jour, on avait un certain nombre de mètres cubes pompés par les forages qu'on distribuait dans la ville. Il a fallu convaincre les villageois. Selon les villages, il y a des villages qui ont adhéré tout de suite à l'idée, mais il y a certains villages qui n'ont pas adhéré à l'idée. Mais pour les faire comprendre que le projet doit être pérennisé, il a fallu signer des accords avec un bureau technique qui est à Nouakchott, qu'on appelle BTI, dirigé à l'époque par Bafadel. Ce bureau technique intervient 2 fois par an pour s'il y a en cas de problème, on peut les appeler. Donc tout ça, c'est des phases. C'est des choses qu'il faut mettre en place pour pérenniser les projets. Pourquoi on est jumelé avec Djéol rapidement? Parce que sur le territoire de Noisy-le-Sec, il y avait une dizaine de familles géauloises, qui étaient venues pour des raisons économiques. Donc on est parti rendre visite au village, c'était encore un village à cette époque, et les projets étaient initiés à partir des besoins que les villageois ont recensés, et bon, on a fait comme on a pu. Essentiellement au niveau du maraîchage, des pompes pour irriguer le maraîchage, au niveau des écoles, au niveau des coopératives artisanales et surtout teinturières, parce qu'il y a une partie du village qui est plus spécialisée dans les teintures. Tous les projets ont été initiés en lien avec la RDF.
l'association des ressortissants djollois en France, dont les jeunes de la deuxième vague d'immigration. On a pu participer à la construction d'une troisième école, et cette troisième école a permis la création d'un collège, puis la création d'un lycée. Voilà. Les financements de ces projets viennent un temps avec le ministère des Affaires étrangères, je crois, et puis sur Noisy-le-Sec, donc l'implication des Noiséens, on fait tous les ans une brocante, et le bénéfice de cette brocante, à peu près entre 3 500 et 4 000 euros, a permis la construction, en partie, la construction d'un centre de santé. Il y avait un poste de santé qui a pu être transformé en centre de santé avec Agir ABCD, mais je crois que c'est différent de votre ONG. Hein. Voilà. Et puis, dernièrement, une école maternelle. Cette école maternelle, elle a vu le jour grâce à la volonté de jeunes femmes de Djéol qui, pour soulager les mamans, ont créé une école maternelle. C'est très important. Il dit, on affiche ici nos, nos projets, on donne des paysans là-bas. Ou bien les paysans font c'est les paysans qui devraient faire leurs projets. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est les paysans qui devraient faire leurs projets, nous les aidons. Mais attention, si nous obtenons des financements, il faut que vous allez étudier le projet que vous allez faire. Ce n'est pas les paysans là-bas qui vont développer ces PV, ces forages. C'est faux. Parce qu'ils ne connaissent pas. Et pardon, personne ici, ça demander n'importe comment, c'est n'importe où, les femmes, hommes, une personne déléguée ici pour ça, uniquement pour ça. Si vous n'avez pas fait ça, vous mettez l'argent dans la bouée. L'appropriation des projets par les bénéficiaires sur le terrain. Mais il y a un deuxième facteur aussi de réussite de nos projets, c'est, je dirais, la coopération avec les collectivités territoriales. Nous, en tant qu'acteurs du développement, nous pouvons effectivement jouer ce rôle d'interface, et je crois que c'est la condition de réussite des projets de coopération décentralisée ou de co-développement, hormis le fait d'impliquer nos collectivités du Sud. Notre association soutient l'Union des coopératives des femmes du Guilimara là-bas. Et ces filles, la plupart de ces filles qui nous ont rejoints maintenant, elles vont souvent en vacances. Elles voyaient leur maman, leur tante, leur grand-mère, c'est-à-dire si je dis maman dans le sens soniqué, c'est toute la famille. Et leur grand-mère travaillait dans le cadre du maraîchage. Donc quand on a lancé l'idée de créer ici une association qui va soutenir l'Union des coopératives des femmes du Guilimara là-bas, et elles ont répondu massivement. Et maintenant, on est en train de mettre sur place des actions qu'on va mener ici pour qu'elles puissent s'impliquer ici et montrer à leurs enfants qui sont nés ici comment on vit là-bas. J'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Puisque l'association est créée ici, ça vient d'être payé tout de suite. Avant d'aller, on va aider là-bas bien sûr, mais il faut qu'on travaille ici dans les pays là où nous résidons. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire comme activité? Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? On va faire une fois tous les 2 mois, faire genre centre aéré, c'est-à-dire l'après-midi, on cherche une salle. Et moi qui suis née au Guilimara, grandi là-bas, je viens, maintenant il y a un dictionnaire soninké, raconter des contes, ou bien dire aux enfants qui sont nés ici, les parents sont nés ici, les enfants sont nés ici, bien, on va jouer avec les mots soninké français, et ça vient d'elle. Ça ne vient pas de moi cette idée-là. Donc je me suis dit, ces enfants-là, elles ont aussi besoin, mais il faut les approcher. C'est important pour la diaspora de sentir, de savoir qu'elle est là, qu'elle a un rôle à jouer, un rôle important, des outils qui existent, qui sont à sa disposition, mais il faut qu'elle structure davantage au niveau des associations villageoises, au niveau des fédérations et au niveau du RAM. S'il y a un maillon de la chaîne
que ce soit au niveau de l'association villageoise ou bien de la fédération, qui ne fonctionne pas, c'est forcément obligatoire qu'au niveau du RAM, ça ne fonctionne pas. La troisième table ronde, le renforcement et le développement de l'entrepreneuriat. Dernière table ronde autour du renforcement de l'accompagnement des entrepreneurs. Et je vais laisser une petite minute à chacun de se présenter, de nous dire quel est son projet. Donc je suis infirmière, je travaille en service de cancérologie et je fais des remplacements actuellement libéraux dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc j'ai lancé tout récemment Cetabox, qui est une entreprise spécialisée en gastronomie africaine, qui a pour ambition en fait de démocratiser un peu cette gastronomie-là et surtout de la faire connaître à un plus grand nombre via la livraison partout en Île-de-France. Donc je fais des plats africains connus tels que Tiabiassa, etc. Mais aussi des choses un peu plus modernes, on va dire, telles que des pastels au thon, bien hachés ou alors au fromage ou autre. Je suis un entrepreneur j'ai toujours été entrepreneur en fait, qui évolue dans différents domaines tels que la robotique, l'intelligence artificielle et les objets connectés. Je ne vais pas trop vous parler de ça aujourd'hui, mais je vais plutôt vous parler d'un projet que j'ai avec CETA depuis 4 ans aujourd'hui, RMI Info, qui est un média mauritanien que beaucoup d'entre vous connaissent. En plus de ça, on a créé une structure d'accompagnement en Mauritanie il y a 4 ans aussi, qui s'appelle Hadina Rimtik. C'est un incubateur où on accompagne les jeunes qui ont des projets informatiques TIC d'être accompagnés. On a souvent tendance à... Et troisième point, je vais finir par ça, et depuis plus de 5 ans, j'avais créé Startup Francophonie, qui est le réseau des entrepreneurs francophones. Et maintenant, j'ai une marketplace, j'ai un site de vente d'objets connectés qui existe dans 14 villes et qui a une équipe de 30 personnes. J'ai la chance, après mon bac, de faire des études en Chine. Et je suis venu en France en 2000 ans et j'ai continué mes études scientifiques. Après, j'ai fait gestion management et puis j'ai travaillé pendant 6 ans dans le conseil à l'innovation, tout ce qui est financement de projets de R&D. Et c'est en 2011 j'ai eu le déclic pour dire que les migrants ont un potentiel qu'on n'arrive pas à valoriser. Parce que tout simplement, moi, ma famille, au vu des migrations, et depuis des générations, c'est dans les foyers. Et j'ai dit que ce n'est pas normal. Et comme ça a été dit ce matin, je pense que si on ne réfléchit pas à mettre nos compétences au service de notre propre développement, on sera toujours là à critiquer, mais on ne va jamais avancer. Moi, je suis ingénieur en fait dans l'aéronautique. Ça fait plus de 6 ans. Et actuellement, je suis en même temps entrepreneur et aussi impliqué dans pas mal de projets associatifs. Donc, comme il disait Ibrahima, c'est qu'en fait, on a un devoir. Donc, je me considère en fait comme étant chanceux d'avoir en fait un savoir, une expérience, des compétences. Donc, je le mets en fait au travers de la vie associative et puis de l'entrepreneuriat. Donc, principalement, la démarche, juste pour finir, c'est qu'au travers de l'expérience, des savoirs, de tout ce qu'on a, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. On a mis en place un système innovant qui permet en fait d'irriguer, d'arroser des champs de manière automatique. On peut le régler ou le déclencher par des SMS, comme ça en fait les femmes ne vont pas se lever à 6h du matin ou à 2h. Un projet en fait que j'ai porté plus au niveau du Sénégal pour lutter par rapport à la problématique de vol de bétail. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Donc l'idée, on a créé en fait, développé une application mobile avec des puces pour pouvoir savoir en fait à qui appartient tel ou tel animal. Comment jugez-vous aujourd'hui les accompagnements, les dispositifs d'accompagnement qui existent en France par rapport à un projet qui veut se développer ici en France ou un projet qui veut se développer à l'international, c'est-à-dire dans vos pays d'origine? Comment jugez-vous les dispositifs qui ont été mis en place? Quand je suis allé rencontrer la diaspora mauritanienne pour leur dire, écoutez, on va lancer Mauriab Challenge, beaucoup me posaient la question, mais elle est où la problématique? En fait, la problématique de la Mauritanie, ce n'est pas la technologie. La problématique de la Mauritanie, c'est l'irrigation, c'est l'eau, c'est l'électricité. D'accord. En fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément eu de gens de soutien au début. C'est comme ça que RMI est venu s'appuyer sur ce modèle en gérant la communication. Je vais aller très vite. À gérant cette première communication, et on a eu 100 participants. Sur les 100, il y a eu 6 qui savaient développer les applications, donc du coup on a fait mentir le ministre, et sur les 6, il y a eu 3 qui ont développé leur application. Et c'est comme ça, nous en fait, c'est qu'en Mauritanie, quand on part toujours par essai, on a une idée, on la développe, on la teste, on la déploie, si elle marche pas, on n'en parle plus. Et c'est ce qu'on appelle en France le Lean Startup. Et donc du coup, ça a toujours été, on a dans les ADN, nous, dans notre sang, en tant que Mauritaniens, descendants de Mortar ou Dadaab, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a réussi à fusionner toute l'Afrique,
on a toujours cet état d'esprit de vouloir toujours expérimenter. Tout le monde ne connaissait pas le tchabidjen, par exemple, à la place, contrairement au couscous, merguez, tout le monde connaît ça. Donc du coup, j'étais partie de ce constat-là. Et effectivement, j'ai rencontré pas mal de difficultés. L'accompagnement, on va dire, serait plus le réseau familial, on va dire, ou alors le réseau d'amis ou autres qui puissent justement m'accompagner ou autre. Mais c'est vrai qu'en termes de structure, en tout cas, j'ai un peu de mal. J'ai pu trouver une entreprise française ici qui a voulu être partenaire avec moi. Et actuellement, on travaille avec le ministère de l'élevage au Sénégal. Et après, je me suis rendu compte qu'en Mauritanie, on a le même problème. On a exactement le même problème, sauf qu'en fait, au Sénégal, bon, ils ont plus parlé. Et donc, ce qui est applicable là-bas, ça marche en Mauritanie aussi. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans la démarche jusqu'à présent. C'est que dès qu'on a quelque chose, on veut faire quelque chose, on le fait déjà. Et tout ce qui est accompagnement, ça vient naturellement après. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a quelque chose de bien qui marche, ça vient, l'accompagnement, c'est Dieu qui met les gens sur notre route. En tant que porteur de projet et puis en même temps en tant qu'acteur dans l'accompagnement, dans le développement de l'entrepreneuriat, quel est votre point de vue sur l'accompagnement, sur le renforcement de capacités pour les porteurs de projets ici en France, sur des projets, que ce soit des projets ici ou des projets ici et là-bas? Moi, ma réflexion, tout mon travail part sur le fait que quel est le potentiel de la diaspora mauritanienne aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée c'est la reconnaissance et la place de la diaspora. Si on n'est pas en capacité de montrer notre apport, notre proposition de valeur, c'est difficile que les interlocuteurs en face nous considèrent. Je pense que c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on parle de la diaspora. Le levier qu'on a aujourd'hui, c'est le flux d'argent. Donc même le projet que j'ai voulu porter, c'est par rapport à ça. J'étais parti du constat qu'aujourd'hui, quand on prend un village en Mauritanie où on peut trouver 100 migrants en France, c'est potentiellement 30 à 40 000 euros qui arrivent dans ce village-là. Ça fait plus de 60 ans qu'on transfère de l'argent et on n'a même pas un système de transfert propre à nous. On n'arrive même pas à mettre en place une caisse de microfinance dans notre village pour capter l'argent qu'on envoie d'ici tous les mois. 30 000 euros tous les mois arrivent dans notre village. Et il n'y a aucune personne qui aujourd'hui travaille de manière emploi périn avec cet argent-là. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on a beau parler, c'est simple, c'est normal. Les gens, on envoie leur argent, d'autres personnes s'enrichissent, et puis ce sont ces d'autres personnes qui nous commandent. Et aujourd'hui, j'arrive à vendre des plats toutes les semaines, des pastels ou autres, et faire des événements également. Donc des événements tels que d'anniversaire, des soirées de gala, etc. Donc c'est ce qui fait connaître Setabox. Et surtout les réseaux sociaux. Donc c'est très important, notamment dans le domaine culinaire, tout ce qui est photos, tout ce qui est vidéo, donc via la page Facebook, Instagram, ainsi que sur Snap. C'est une petite application qui permet de prendre des petites vidéos rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi ça m'aide beaucoup. J'ai travaillé pendant plus de 4 ans sur un projet. Pendant 4 ans, j'avais rien. Et le 1er septembre, j'ai lancé ma marketplace. En fait, c'est un site de vente d'objets connectés. La première semaine, j'avais 0 €. Donc du coup, je me suis dit, wow. Donc j'étais accompagné. C'est pour vous dire que l'accompagnement n'est pas forcément la seule chose qu'il faut faire. C'est un élément qui est important, mais tout le travail, en fait, c'est que le quotidien d'un entrepreneur, c'est 99% d'échecs et seulement 1% de réussite. Et ces 1%, par contre, elles valent tellement cher et tellement beaucoup que souvent, que si ça en a les 1%, on a tendance à oublier tout ce qui nous a déjà arrivé, tout ce qui nous est déjà arrivé. Mais au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que le truc ne marchait pas. Donc du coup, en fait, c'est que nous, on est dans l'innovation. Et d'ailleurs, l'innovation, moi, je l'ai puisée chez nous en Mauritanie. C'est à chaque fois que quelque chose ne marche pas, on rajoute autre chose pour voir si ça marche. Et donc du coup, en France, on dit que c'est la superposition de plusieurs choses qui existaient déjà. Et donc du coup, j'ai superposé, j'ai rajouté un logiciel de caisse. Au bout d'une semaine, j'avais 30 000 € de chiffre d'affaires. Et maintenant, j'ai lancé, pendant Noël, j'étais à 200 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je suis à 500 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est le travail qui est dans 14 villes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était par pur hasard, je dirais. Parce qu'en fait, à cette époque, il y avait la loi sur les logiciels de caisse qui sortait. Et moi, en tant que développeur, je savais qu'il fallait miser sur l'avenir. Ça, c'est un des success stories qui me suit aujourd'hui. Et d'ailleurs, je fais partie d'une communauté française autour de l'intelligence artificielle. Ma plateforme a été nommée parmi les 100 startups qui font de l'IA en France, de l'intelligence artificielle en fait. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail.
Et deuxième des choses, des success stories qu'on a eu, c'était la fabrication d'un robot. En fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est tous des handicapés, quel que soit dans le monde. Handicap de langage parce qu'on a du mal à parler, que l'autre ne nous comprend pas. Handicap de marche parce qu'on a du mal à marcher. Et nous, avec, on a créé en fait un cercle de réflexion autour de la robotique. Et donc, vous savez, la robotique aujourd'hui, avec, je vais quand même finir ça, et on a développé un robot pour le centre MDPH de Bobigny, qui était là pour accompagner des gens handicapés à pouvoir répondre à leur documentation, en fait, à faire leur dossier en fait automatiquement. Et ça, pour moi, c'est un succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, accompagner les gens comme ça, c'est super intéressant. Et comme je dis que j'ai une marketplace objet connecté, c'est ce que j'étais en train de parler, et on a lancé un programme de 1 million IoT, c'est offrir 1 million d'objets connectés partout en Afrique. Parce que vous savez, en l'an 2020, il y aura plus de 50 milliards d'objets connectés dans le monde. Et en Afrique, il y a beaucoup de gens qui sont juste atteints de diabète ou de problèmes cardiaques. Et le fait d'offrir juste un objet connecté qui permettrait de se contrôler et de se connecter avec un médecin en Europe, ça pourrait réduire beaucoup de problématiques. Donc là, aujourd'hui, en fait, là, on a commencé à faire un peu d'affaires, un peu de business sur le terrain. Mais la grosse difficulté en fait, qu'on a aujourd'hui, c'est en fait le soutien au niveau en Afrique. En fait, la grosse problématique, c'est la lenteur en fait, dans les administrations. Les gens, ils ne bougent pas assez. Tu vas les voir aujourd'hui, en fait, tout le monde est content, ils sont chauds. Dès que tu tournes le dos, tu ne vois plus personne. Donc du coup, en fait, on a ces difficultés-là. Mais moi, comme disait ici tout à l'heure, je suis très optimiste en fait. Et il faut vraiment toujours rester positif. Il y a des problèmes. Tant qu'on apporte des solutions, ça va venir. Ma question s'adresse moins à vous, co-responsable du RAM. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le plan d'action du RAM 2018-2022, est-ce qu'il est prévu de solliciter les grandes entreprises, les banques notamment, pour mettre en place de fonds communs de placement ou des SICAV pour le développement de notre pays? Il a cité pas mal de FORIM, FOGIM, beaucoup de sous-groupes qui sont dans le rang des spécialistes que nous on ne connaît même pas et ils sont destinés à accompagner les associations. Nous sommes donc un segment du rang. Quand est-ce que vous allez nous faire bénéficier non seulement de l'accompagnement, mais de la compréhension de ces structures-là? Moi, je suis un entrepreneur agro-business. Je ne sais pas, là où je peux te trouver, je te trouve où? Et comment ça s'appelle? C'est la même question pour M. Diabati. M. Diabati aussi, nous ne connaissons pas vos systèmes de communication. Nous ne vous connaissons pas en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est à vous de nous faire savoir que vous existez pour que nous, on puisse être vos clients. Il y a beaucoup qui sollicitent le RAM. Mais comprenez que le RAM n'a pas de salariés. Le RAM, c'est des travailleurs matin, midi, soir. Et que c'est le week-end qu'ils sont disponibles. Et ces week-ends-là, ils le sacrifient à travers de ce qu'ils peuvent faire. Mais à l'inverse, vous qui êtes ici, là, qui aujourd'hui connaissent le RAM, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le développement du RAM? Parce que c'est ça la vision. C'est-à-dire que chacun de vous qui est ici, là, je pense que tout le monde doit cogiter et faire un retour à RAM. RAM, voilà ce que moi je peux faire. Et le RAM regardera et vous verrez ce que vous pouvez faire ensemble. Vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, que dans les foyers, les jeunes, avant, ils apprenaient là-bas, les Français, etc. Ils se développaient, ils se co-développaient avec les jeunes. Vous savez que c'est toujours la même chose. C'est juste la chose, elle a totalement changé. Notre façon aujourd'hui, nous, de communiquer, de parler de l'entrepreneuriat, et d'ailleurs, sans vous, on n'aurait jamais créé ça. Aujourd'hui, sans vous, j'aurais jamais eu le courage de dire que je vais créer une entreprise. Parce que vous avez déjà préparé le terrain. Et c'est parce que vous avez préparé ce terrain-là que nous, on est venus pour vraiment appuyer sur ce qu'on a fait. Donc, du coup, vous êtes indispensable à nos yeux de la jeunesse. Et d'ailleurs, madame vous a dit que les enfants, ils attendent que vous. On attend que vous, et on n'attend plus de vous. D'ailleurs, vous nous avez tout donné. Et là, nous, on prend ce que vous nous avez donné, et c'est là où on va construire notre avenir. Parce que nous sommes en train de construire l'avenir de nos enfants, comme vous avez construit notre avenir. Quand on regardait en fait les animaux, notamment les bovins, on ne savait pas à qui appartenait quoi. Avant, en fait, on mettait ce qu'on utilisait, c'était la... Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça marche plus maintenant. Donc la nouvelle solution en fait qu'on a proposée, c'est quoi? C'était de mettre des puces. Soit en fait des boucles à l'oreille, ou en fait des puces qu'on met sous la peau. Et avec une application mobile, on vient récupérer le numéro de la puce. Après, on a la fiche d'identité de l'animal. On sait qui il appartient, d'où il vient, ce qu'il a mangé, les vaccins qu'il a pris, tout.
Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, après, derrière, on peut créer toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'autre problème, c'était quoi? C'est qu'en fait, il y a des restaurants, par exemple, au Sénégal, ils ne consomment pas de viande, en fait, qui viennent localement. La viande qu'ils utilisent dans les restos vient de France. Parce qu'en Afrique, la viande n'est pas tracée. Ça, c'est un problème. Donc, du coup, si maintenant, avec des puces et un système d'information, on arrive à tracer votre viande, vous pouvez même venir vendre votre viande ici en France. Tout à l'heure, on parlait de diaspora. On peut imaginer, en fait, notamment tous ceux qui mangent halal, que la viande vienne de l'Afrique. Mais sauf qu'en fait, la France ne va jamais accepter que vous amenez votre viande ici si ce n'est pas tracé. Donc, l'enjeu derrière, c'est ça. Il y a même aussi, notamment au Sénégal, la peau des bovins est vendue en fait dans le secteur du cuir en Italie. Mais quand il y a des marques offertes, ils ne l'acceptent pas parce que ça dégrade la qualité. Donc du coup, il y a plein d'enjeux. Là, on met en place un système, mais derrière, il y a plein de valeurs qu'on va créer avec ça. Je dirais que j'ai appris pas mal de choses, beaucoup de dynamisme, et on sent qu'il y a ce désir de vouloir construire et tisser ce lien entre la France et l'Afrique. Bon, là on parlait de Mauritanie, mais ça pouvait être le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et voilà, moi j'étais assez sensible sur beaucoup de choses, notamment sur le devenir de ces futures générations, de cette relève. Parce que moi j'y suis en plein dedans, j'ai mon père qui est d'un certain âge et qui a fait beaucoup pour son village, à Sefeto, donc la région de Caille, et ma mère aussi. Et donc moi je suis constamment dans qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je commence encore après, comme disait une personne, les parents ont ouvert les portes, ont préparé le terrain, maintenant c'est à nous de continuer d'une manière différente, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là et surtout connaître les besoins réels des personnes. Moi, en tant que porteur de projet et nouveau entrepreneur en agrobusiness, cette journée m'a beaucoup intéressé et j'ai vraiment écouté les experts, comment ils expliquent en fait, leur situation déjà, les gens qui ont commencé l'entrepreneuriat, et ça m'a donné beaucoup de goût et à continuer dans mon business en fait. Le réseau du RAM, c'est quelque chose qui nous appuie depuis un certain moment et qui nous accompagne dans tout ce qui est de nos projets. Depuis quelques années déjà, je travaille avec eux. Ils m'ont accompagné, ça va faire 5 ans bien sûr, ils m'accompagnent dans le projet. Ma première impression, c'est que malgré que je sois allée plusieurs fois à Djéol, j'oublie toujours que l'heure mauritanienne n'est pas la même que l'heure française. Ça, c'est une première impression. La deuxième impression, c'est que j'ai rencontré des tas de gens, d'associations, d'ONG. J'en connaissais très peu. Je connaissais juste le GRDR, la FAGOF, et je crois que c'est tout. J'ai apprécié plus particulièrement la table ronde sur l'entrepreneuriat. Et puis, le RAM, je connaissais un peu, mais j'ai été quand même très surprise par toutes ces discussions autour du RAM, sur l'organisation, sur le mécontentement des gens, sur la méconnaissance, sur le pourquoi du RAM. Enfin bon, je pense que toutes ces questions feront que le RAM se posera, je dirais, les vraies questions et pourra s'organiser pour un meilleur fonctionnement, mais je ne connais pas plus, donc je ne sais pas s'il faut un autre fonctionnement. Une importante étude technique pour améliorer la connaissance, des compétences et des initiatives des ressortissants mauritaniens résidant en France, en Belgique et en Espagne, plus une série de 3 tables rondes thématiques, toutes autant enrichissantes. En tout cas, le réseau des associations mauritaniennes et ses partenaires techniques de l'Union européenne manifestent la nécessité constante de mutualiser leurs efforts et les moyens conséquents afin d'apporter des solutions efficientes aux problèmes de la citoyenneté et des migrations des ressortissants mauritaniens. Pour nous, c'est une première étape
on estime que c'est un premier pas qui est fait vers la démolition du mur d'incompréhension qu'il y a entre les autorités et les migrants. On pense qu'il y a un mur d'incompréhension et il faut détruire ces murs-là pour qu'on puisse parler, on puisse discuter, qu'il y ait des structures qui nous permettent de discuter avec les autorités pour que nos visions soient prises en compte, nos actions soient prises en compte, tout ce qu'on fait et qu'on souhaite faire soit pris en compte par les autorités. Nous souhaitons beaucoup de rencontres comme la rencontre qui vient de s'achever, parce qu'il n'y a que ce genre de rencontres qui permet d'avancer. Parce que en discutant avec le débat qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé, ça a permis de se comprendre, ça a permis une compréhension mutuelle et nous pensons qu'il faut continuer dans cette lancée-là et nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup de rencontres comme ça, de dialogue et de discussions autour des projets de développement et des projets des migrants. Le forum Participation citoyenne et migration, une approche européenne organisée par le réseau des associations mauritaniennes en Europe, ce samedi 14 avril 2018, s'est achevé à 18h.